Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 969. Un chapitre qui n'a pas laissé indifférent. Il y en a qui l'ont détesté. Ils ont détesté le traitement d'Oden, ce bouffon qui reste pendant 5 années à faire le con. D'un autre côté, il y a des personnes qui l'ont adoré, comme moi, parce que au fond de moi, je sais qui est cet Oden, et si il fait ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. On va essayer dans cette vidéo de trouver la raison qui pousse Oden à s'en prendre plein la gueule pendant 5 années, à mettre sa fierté de côté, à laisser le peuple de Wano Kuni souffrir. Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi il y a une personne qui est proche d'Oden, qui est Shinobu, qui a tout vu et qui ne va pas raconter ça? Qu'une chose est sûre, c'est que si Shinobu avait dit ce qui s'est passé lors du dialogue entre Oden et Orochi, les autres fourreaux rouges auraient voulu faire quelque chose. On sait comment est Kinemon, on sait que Kinemon idolâtre vraiment Oden, et il n'aurait pas laissé passer ça. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Oden va y aller, Oden va blesser Kaido, mais Oden va mourir. Il va mourir ébouillanté. Les fourreaux rouges vont se prendre une rouste mémorable. Le château de Kuri va être détruit. Il y a des fourreaux rouges qui vont partir dans le futur. Il y a Toki qui va faire ça. Pourquoi Toki va faire ça? Pourquoi elle va les projeter 20 ans plus tard? Elle va faire aussi cette prophétie. Il y a Nekomamushi et Inuarashi qui vont partir de Wano Kuni. Comment ils vont faire pour partir? Personnellement, j'ai pas de réponse là-dessus. Il y en a certains qui vont décider de rester, il y en a certains qui vont décider de quitter les fourreaux rouges, il y en a d'autres qui vont protéger des personnes. Quand on finit le chapitre précédent tel qu'il a été construit, c'est Oden dans toute sa badassitude. C'est Oden qui va aller rétablir un équilibre au niveau du pays de Wano Kuni, qui va aller délivrer le peuple de Wano Kuni, parce que Kinemon lui dit bien, il lui dit: depuis que tu es parti, il s'est passé ça, il y a des usines qui ont poussé, le peuple travaille pour une misère, et ceux qui ne veulent pas travailler, eh bien tout simplement ils sont emprisonnés. Il faut faire quelque chose. Il y a eu la blessure en plus de Toki, et ça on va revenir, parce que ça, je vous l'avais dit la semaine dernière qu'il allait se passer quelque chose avec sa blessure, que la blessure n'a pas été montrée pour rien, et on a dans ce chapitre la réponse à cette blessure. C'est cette fin de chapitre 968 où on va voir toute la colère d'Oden. Rappelez-vous, il y a très longtemps, dans un chapitre où on est dans une école et on parle de l'ouverture du pays qui a été fait par Oden. Donc dans nos esprits, à un moment, pour moi, Oden a été le shogun. Et là, Ichiro Oda, encore une fois, tel un magicien, nous montre une possibilité dans une main, nous dire voilà ce qui va sûrement se passer, et d'un autre côté il nous fait un tour de magie en nous transformant totalement le personnage d'Oden. C'est-à-dire toute la badassitude qui nous a construit pendant plusieurs chapitres, le fait qu'il était au contact de quelqu'un comme Barbe Blanche et même Goldie Roger, il a appris des choses. Il a appris bien sûr de la puissance physique, il a appris des techniques de combat, il a aussi appris la maîtrise du haki des rois, mais aussi il a appris des valeurs de protéger les gens, et même à la rigueur se rendre compte de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris son bonheur avant le bonheur de son peuple. C'est-à-dire qu'il a décidé, quand ils sont revenus à Wano Kuni, de ne pas rester à Wano Kuni pour les délivrer de la tyrannie d'Orochi, mais a décidé de continuer son périple pour lui, pour connaître ses origines et pour aider un ami qui est Roger à atteindre lui-même son rêve, tout en permettant à son rêve de lui d'Oden de savoir d'où il vient et à quoi peut-être il va servir. Et une fois qu'il a atteint Raftel, il a découvert quelque chose sur le siècle oublié, et c'est sûrement quelque chose qui l'a transformé. On le voit d'ailleurs dans ce chapitre, quand il est sur la plage un an après, quand il apprend la mort de Goldie Roger. D'ailleurs je pense que c'est Orochi qui lui a montré ça pour lui encore en foutre plein dans la tête, en lui disant bah tu vois, le personne que tu avais pris pour un mentor, la personne avec qui tu as voyagé pendant ton année, bah tu vois, bah, il est mort. Voilà, et ça a servi à rien, parce que Orochi lui comprend pas la symbolique. En lui montrant justement que cette personne-là est morte, il pense que ça va encore plus détruire Oden, alors que ça a permis peut-être à Oden de continuer à subir les outrances du peuple par rapport aux conneries qu'il faisait de danser à poil, enfin en pagne, toutes les semaines. Ça lui a peut-être donné de la force. Pourquoi pendant 5 années
Orochi a dû faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été cette relation avec Kaido et les bateaux? À son retour, il est considéré comme le sauveur. Du point de vue d'Orochi, le seul problème qu'il peut y avoir par rapport à son statut actuel de shogun, c'est qu'il y a une personne de la lignée de l'ancien shogun qui peut prendre sa place. En plus, il est adulé par le peuple grâce au travail qui a été fait en amont par les fourreaux rouges, mais surtout par Toki. Et le fait de lui dire de faire le con pendant tant d'années va permettre que Oden soit décrédibilisé, soit déshonoré, non pas par une action extérieure, c'est-à-dire une action que ferait Orochi, c'est-à-dire que ça serait des mensonges que mettrait en place Orochi au fil des années. Obligatoirement, il y aura une partie du peuple qui va toujours se dire Orochi craint Oden et c'est pour ça qu'il dit ça sur Oden. Là, le fait que ce soit Oden lui-même qui se décrédibilise et qui se déshonore, le peuple ne veut plus que ce soit Oden qui soit le shogun parce que Oden n'est qu'un sbire, n'est qu'une personne qui est aux ordres du shogun actuel qui est Orochi. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Orochi, c'est que Orochi, c'est un putain de génie. Pourquoi Oden accepte? Il s'est passé quelque chose. Pendant que Orochi parle à Oden, le peuple sait que Oden est là pour destituer Orochi. Et le peuple est réuni pour l'encourager, pour dire ça y est, notre sauveur arrive. Et voyez ce qu'il se passe. Il y a 2 flèches qui sont tombées, qui sont empoisonnées. Et là, on repense à ce qui s'est passé la semaine dernière. Toki a reçu une flèche. Orochi est en train de dire, moi, avec les personnes de l'équipage de Kaido, aucune personne, quelle qu'elle soit, n'est protégée sur le pays de Wano. Je peux toucher quelqu'un n'importe où. Et ta femme en est la preuve avec la cicatrice due à une flèche. Et donc Orochi, là, il a un premier moyen de pression, c'est de dire à Oden, Oden, si tu ne fais pas ce que je dis, ta femme mourra. Tes enfants mourront. Deuxième chose, il sait qu'il ne peut pas destituer Orochi parce qu'il est protégé par Kaido et Kaido a la main mise aussi sur le peuple et ceux qui sont dans les prisons. De ce fait, pour pouvoir libérer le peuple, il doit transférer le peuple autre part. Et c'est là où interviennent les bateaux. C'est-à-dire que Oden demande à Orochi de construire une flotte pour permettre à ceux qui le désirent de quitter le pays de Wano et d'aller autre part. Aller où? Tout simplement sur une île qui est protégée par Barbe Blanche. Et ça, cette idée qu'il a, c'est une idée qu'il a sûrement eue quand il a lu les poneglyphes qui étaient au niveau de l'île des hommes poissons. Tout se tient. Le message d'excuse de Joe Boy, qui a voulu faire partir le peuple de l'île des hommes poissons pour les amener à la lumière. Oden veut qu'il y ait des bateaux pour que toutes les personnes de Kuri, toutes les personnes qui le veulent, tout le peuple qui veut délivrer du joug d'Orochi, prennent les bateaux et partent vers un endroit où ils seront protégés par Barbe Blanche. Et bien à ce moment-là, il pourra aller combattre Orochi et Kaido et son armée sans aucune crainte des dommages collatéraux qu'il pourra y avoir. Et je pense même que les personnes qui devaient partir avec le bateau, il devait y avoir la famille Hyogoro, il devait y avoir la vieille, les familles des Yakuza, parce que les Yakuza, bien sûr, allaient s'allier. Le fait qu'il ait réussi aussi dans la conversation qu'il avait eue avec Orochi, de aussi préserver la province de Kuri, qu'il n'y ait pas d'usine qui soit faite là-bas. Le fait qu'au bout de 5 ans, Orochi vienne et dise « Je vais mettre quand même ici mes usines et toi, tu vas m'y aider. Laisse-moi, à la rigueur, enlever mon peuple, enlever les habitants de Kuri pour les amener autre part et après, tu pourras faire ce que tu veux ici. » Et l'autre, il dit « Quoi? Les bateaux, je comprends pas. » Et après, il raconte même que la femme d'Hyogoro est morte. Elle, qui devait sûrement partir pour aller sur le truc, pour être délivrée avec la famille des Yakuza. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et la goutte d'eau, c'est que c'est Kaido qui a tué. Et il le sait, Oden.
que sans Kaido, Orochi n'est rien. Le but du jeu n'est pas de tuer Orochi. Le but, c'est vraiment de tuer Kaido, et en le tuant, Orochi est sans force et il ne peut plus rien faire. Et vu que c'est quelqu'un de lâche, obligatoirement pour sauver sa peau, il donnera le pouvoir du Shogun, il le donnera au véritable Shogun qui doit protéger ce pays de Wano Kuni, et c'est tout simplement Oden. Et c'est là où vient la colère. C'est-à-dire que malgré toute la honte qu'il a subie pendant 5 années, ça n'a servi absolument à rien. Quand, pendant 5 années, tu as une colère en toi, au moment où elle sort, ça va être terrible. Et c'est ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Et si ce n'était pas un flashback, et si on ne savait pas que Oden allait mourir, on est persuadé que ça va être un bon happy end et que tout va bien se passer. Sauf que non, ça se passera pas bien et il va mourir Oden. Et ça, pour la mort de Corazon, on a beau le savoir, on va pas être bien. Je vous le promets, on va pas être bien. Si on voit la souffrance d'Oden quand il se fait ébouillanter, ça va pas le faire. Je sais pas si Ishiroda va nous l'ellipser ou pas, mais s'il le monte la semaine prochaine, pouah, moi j'en connais qui vont pas être bien. Ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Et il y a aussi eu d'autres choses qui nous ont été montrées. Premièrement, on sait quand est venu Moria, quand il est venu prendre le cadavre de Ryuma et qu'il est parti aussi avec le Sushui. Moria, énormément de respect pour lui. C'est pas l'un de mes personnages préférés, c'est même pas l'un de mes méchants préférés. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est un truc de fou. On savait qu'il avait dû combattre contre Kaido et que son équipage avait été totalement dépouillé. Et c'est pour ça après qu'il a décidé d'utiliser le pouvoir de son fruit du démon pour pouvoir créer une armée qui serait indestructible vu qu'elle est déjà morte. Et bah on peut pas tuer ce qui est déjà mort. Pourquoi il a voulu venir à Wano Kuni? Quel était vraiment son but? Est-ce que son but c'était de tuer Kaido pour pouvoir prendre tout simplement sa place? Ou est-ce qu'il avait déjà dans l'optique d'aller piller la tombe de Ryuma et de réunir justement un équipage encore plus fort dans le but après bien sûr de devenir le seigneur des pirates? Tout ce qu'on sait quand même c'est qu'il a mis qu'une seule année pour partir de Lockdown où il est présent lors de la mort de Goldie Roger pour arriver après jusqu'à Wano Kuni. Et il a réussi à partir. C'est encore plus fort. Voilà. Donc, parce que quand on a vu ce que fait Eustache Kid et puis tous les autres face à Kaido, là franchement, Moria, c'est génial. On va parler d'un autre truc qui m'a totalement troué le cul. C'est le fruit du démon de la barrière qui est aussi présent. Et là, ça vient vraiment poser la question de la réincarnation du fruit. On sait que le fruit se réincarne dans le fruit type le plus proche. Ça, on l'a vu au niveau de Punk Hazard, parce que le fruit que utilise César est un véritable fruit du démon. C'est pas un fruit que lui il a créé. C'est pas un smile, c'est rien du tout. C'est un véritable fruit. Et donc, quand la créature meurt, son fruit du démon se réincarne. Donc, on prend dans l'optique que le fruit du démon doit toujours garder la même forme. Et ça, en plus, c'est confirmé par le fait qu'il y a une encyclopédie. L'encyclopédie, elle a un dessin de chaque fruit. Ça veut dire que le fruit, par exemple, le Gumu Gumu no Mi a toujours la même forme. Le Ope Ope no Mi a toujours la même forme de cœur. Les fruits du démon, c'est-à-dire le fruit de base qui après va se transformer en fruit du démon, n'est peut-être pas un fruit qui est présent dans l'île de Wano Kuni. Et donc l'âme a dû quitter Wano Kuni pour pouvoir se réincarner et après appartenir à Bartolomeo et après appartenir à Mr. Two. Ce qui est important, c'est que si le fruit du démon s'était réincarné dans Wano Kuni, dès la mort du vieux qui joue de la guitare, j'ai appelé comme ça, j'ai plus son nom, je vous prie de m'excuser. Vu l'importance de son fruit et qui permet en un sens l'invulnérabilité d'Orochi, une fois que le vieux serait mort, il l'aurait mis en garde en lui disant « Moi j'ai eu le fruit comme ça, donc essaye de le retrouver sur Wano Kuni, comme ça on va pouvoir l'avoir et tu vas pouvoir le donner à quelqu'un, par exemple à quelqu'un, à un Oniwaban, hein, un mec qui est vraiment proche d'Orochi, qui sera ton garde du corps et qui te protégera plus tard. » Là ce n'est pas le cas. Ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est ce fruit du démon, le Bari no Mi, qui a permis à Orochi de survivre
et d'être protégé tout simplement de l'attaque d'Oden. Oden, normalement, vu sa puissance, aurait dû être capable de détruire cette barrière. La puissance de la barrière. Et Orochi le sait. C'est grâce à ça qu'il est invulnérable. On sait que la flotte des Mugiwara va faire quelque chose d'absolument incroyable. Ça a été annoncé à la fin de Dressrosa. Est-ce que cette fin incroyable ne serait pas tout simplement la destitution et la mort de Kaido et d'Orochi? Imaginez que grâce à la vivre-garde de Luffy, qui a dû, vu qu'il s'en est pris plein la bouche à un moment, a dû être vraiment réduite, que là, toutes les flottes sont en train de converger. Rappelez-vous aussi qu'au niveau de la rêverie, il y a eu une information comme quoi il se passe quelque chose sur Wano Kuni, et il y a Sai qui est présent, ainsi que Léo des Tontatas, et qu'ils vont transmettre l'information aux autres, ils vont tous se réunir à un point, et ils vont tous aller à Wano Kuni. L'arrivée de la flotte des Mugiwara va être présente à Wano Kuni, et la chose qu'ils vont faire, c'est ça, cette chose qu'ils vont faire. Et à un moment, on peut imaginer que Luffy soit à deux doigts, ou encore une fois, par rapport à une temporisation, qu'il y a quelque chose qui se passe, comme Ichiroda arrive très bien à le mettre en place à chaque fin d'arc, que ce soit la barrière que va mettre Barto, qui va permettre à Luffy d'avoir le temps de mettre en place une nouvelle technique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a eu la destruction d'Oden, symboliquement, grâce à la barrière qui a protégé Orochi. Et bien 20 ans plus tard, ça va être exactement la même chose. La protection de Luffy grâce au Bari Bari no Mi qui va permettre de détruire Orochi et peut-être pourquoi pas Kaido. La symbolique là-dedans est absolument géniale. Et si Ichiro Oda met ça en place ici dans ce chapitre, ce n'est pas pour rien. Pareil, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On va terminer maintenant sur cette fin, cette double page qui reste l'une des plus belles doubles pages qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Il y en a quelques-uns dans les commentaires qui l'ont marqué et ils ont raison. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle nous a émus. C'est qu'elle vient faire écho à deux choses. Elle vient faire écho à celle qu'on a vue à la fin d'un chapitre où tous les espoirs des fourreaux rouges sont détruits, c'est-à-dire qu'il y a une tempête, tous les bateaux sont détruits, ils ne peuvent pas aller à Onigashima. Et ce désespoir fait écho à notre désespoir quand on voit cette double page. Cette double page est magnifique, on les voit prêts à aller combattre, mais nous, au fond de nous, nous savons ce qui va se passer. Nous savons qu'ils vont à une défaite certaine. Elle fait aussi écho à une autre double page qui a été hyper marquante, c'est celle de Enies Lobby. Quand Luffy demande à Robin si elle veut vivre. Ils sont tous là, sur les créneaux, et ils sont face à l'adversité. Et nous, à cette époque-là, on le sait qu'ils vont réussir. Pourquoi? Parce que c'est One Piece, c'est les héros, ils vont réussir. Et c'est cette détermination qu'il y a en eux pour aller détruire une personne qui est pour l'instant plus puissante qu'eux, qui vient se retrouver ici. Et le parallèle vraiment entre ces deux pages est vraiment quelque chose qui nous a touchés. Le fait aussi de savoir la symbolique sur leur nom, les fourreaux rouges, qui est dû justement à cette aube, c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est ça encore, One Piece. One Piece, c'est les émotions. J'espère que cette review vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parler entre vous. Laissez des commentaires. Ceux qui veulent me soutenir, hop, maintenant il y a Tipeee et aussi Utip. Maintenant Tipeee, vous avez directement un lien. Vous avez juste qu'à cliquer dessus. Vous irez directement sur le site. Encore une fois, merci de votre soutien. Et surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.